À tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, écoutez, vous avez passé un bon week-end. Donc on va voir comme d'habitude aujourd'hui le rapport hebdomadaire quelque part sur le Bitcoin, les crypto-monnaies, l'actualité économique. Il y a beaucoup de choses à dire encore une fois, hein, ça bouge beaucoup en ce moment. Donc sur le Bitcoin, on va commencer comme d'habitude par les ETF, ensuite on verra donc le VeChain, les actualités Bitcoin plus générales également, on parlera du RWA. Là aussi, il y a toujours énormément de choses à dire au niveau des actualités AWA et autres. C'est vraiment le narratif qui domine de plus en plus ce cycle, en tout cas, et je pense même les futurs cycles, parce que là, on parle vraiment d'une technologie et bien plus qu'une tendance au final là-dessus. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Et en fin de vidéo, on verra comme d'habitude les actualités économiques, le cours de l'or, le cours de l'euro par rapport au dollar, le cours du CAC 40, de la bourse et bien évidemment les actualités économiques un peu géopolitiques avec Trump et Musk là. Effectivement, mais on croirait vivre dans un feuilleton, hein, dans une série, sauf que c'est la vraie vie. Voilà. Donc quand on dit que la réalité dépasse la fiction, je pense que là vraiment, on n'a jamais été aussi proche de cette tournure de phrase, si je puis dire. Bon, allez, eh bien, écoutez, si vous êtes chaud, hein, c'est parti. Donc on commence avec le rapport de Farsight Investors, comme vous pouvez voir, avec les ETF, Bitcoin Spot, et regardez, alors là, cette semaine, c'est plutôt mitigé, on est plutôt en négatif sur la balance, on va dire, des capitaux entrants sur les ETF Bitcoin Spot, on est plutôt en sortant au final à la fin de la semaine, puisque regardez, on a seulement 2 jours dans la semaine qui ont été positifs avec les 375 et 87 millions de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Sinon, les autres jours, eh bien, vous voyez, 346, 616, 276 millions. Et enfin, là, le 5 et 6 juin, ça a été aussi négatif. Donc, on voit qu'on est en tendance négative là, cette semaine, mais qu'on reste avec un total de 44,22 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot depuis le début du lancement de ces ETF. Donc, on est encore loin de la panique générale, hein, clairement, sur le Bitcoin. Et on voit bien que ça se retranscrit bien dans les prix. Bon, voilà, on n'est pas encore en bear market, si je puis dire, pour se baser sur ces chiffres. Mais ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est là où on dénote en fait une rotation de la liquidité. Parce que là, je suis sur les ETF Ethereum Spot, hein, toujours sur le rapport de Farsight Investors. Et regardez, là, cette semaine, voire même depuis la semaine dernière, il n'y a que des flux entrants, que des flux positifs. Donc là, on voit que, vous voyez, cette semaine, c'est que des millions de dollars en fait, qui s'injectent dans les ETF Ethereum Spot. Et d'ailleurs, on a battu un ATH de capitaux entrants sur ces ETF Ethereum Spot, puisqu'on est à 3,34 milliards de dollars injectés sur ces ETF-là. Ce qui était une première, hein, tout simplement, c'est un ATH. Et donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que la tendance continue, parce que vous voyez, la semaine dernière, c'était déjà le cas un petit peu sur les ETF Ethereum Spot, c'est qu'on a une rotation de la liquidité des ETF Bitcoin Spot vers les ETF Ethereum Spot. Et ça s'appelle quelque part, normalement, en toute logique, une altcoin saison. C'est-à-dire que les capitaux sont plus attirés sur les altcoins que sur le Bitcoin. Donc, bien sûr, rien de spectaculaire, mais ça, c'est une première. Ça fait très longtemps, ça n'était pas arrivé à ce point-là, de voir ce genre de phénomène de rotation de liquidité. Ça veut dire qu'il y a des institutionnels, voire des particuliers, qui en fait désormais se retirent du Bitcoin, considèrent que le Bitcoin a fait son rôle ou a fait son cycle, sans dire que c'est vrai, hein, on ne sait pas, mais qui considèrent maintenant que les prochaines étapes, les prochaines billes sur lesquelles tabler, ce sera peut-être Ethereum. Bon, et donc, pareil sur une altcoin saison. C'est pour ça qu'on a une rotation des liquidités, je pense. Ça, c'est intéressant à noter quand même pour la suite des choses, hein, clairement. Et on va voir, bien sûr, si la semaine prochaine, on a toujours une confirmation de cette tendance ou si les choses changeront. Bon, allez, je passe aux actualités, cette fois sur le Bitcoin. Là, j'ai un article de journalducoin.com. Le géant JP Morgan accepte les ETF Bitcoin comme garantie de prêt. Alors, cette nouvelle n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une énormité. Pourquoi? Parce que JP Morgan, tout simplement, la banque ou une des plus grosses banques d'Amérique et donc du monde, et elle vient tout simplement de déclarer au monde entier qu'elle considérait en fait le Bitcoin comme un actif traditionnel comme le reste. Puisque, savoir que les banques, quand vous demandez un crédit, un prêt, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles épluchent vos comptes, elles épluchent votre situation, même votre situation maritale,
enfin la totale, hein, vous connaissez, vous avez déjà pris des crédits même pour l'immobilier ou autre, et maintenant elles vont prendre en compte aussi les actifs, donc traditionnels, boursiers, ça c'est déjà le cas, mais maintenant, même les crypto-monnaies, le Bitcoin va être considéré comme une garantie de prêt. Donc ça, c'est une énormité. Et il n'y a pas que le Bitcoin, il y a aussi l'ensemble des altcoins, votre portefeuille altcoin. Enfin, je dis vous, nous, mais en fait, c'est aux États-Unis. On a compris que c'est même pas en rêve. Ici en France, encore, on n'est pas là. Mais pour vous dire, JP Morgan, c'est quand même la banque qui, il y a 5 ans, hein, c'est même 3 ans, était anti-Bitcoin. Voilà, c'est-à-dire que le PDG de la banque JP Morgan déclare presque aujourd'hui encore qu'il est mitigé sur le Bitcoin, mais n'empêche que sa banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte les ETF Bitcoin comme garantie de prêt. Alors, à noter quand même que c'est pas les Bitcoins pour les Bitcoins, c'est les ETF Bitcoin. Donc là, on voit aussi, sans vouloir affoler les choses et tout, mais la perversion un petit peu du système. Eh ouais, malheureusement, parce qu'on voit que c'est les ETF Bitcoin, donc c'est les Bitcoins dans les mains de BlackRock, surtout, qui sont concernés. Donc là, on voit bien, en fait, encore une fois, que le monde d'aujourd'hui est gouverné par les financiers, pas par les politiques, et par ceux qui ont l'argent. Donc on voit bien que tout ce petit monde institutionnel communique et sont là, en fait, pour... je dérive un peu, mais nous la mettre un peu profond, quoi. C'est-à-dire nous, les honnêtes citoyens. Puisque là, on a un exemple typique. Pourquoi ils n'accepteraient pas les bitcoins, même sur les plateformes exchange ou autre? Non, c'est parce que ça passe par BlackRock. C'est pour ça qu'ils acceptent ce genre d'ETF. Bon. Donc, vous voyez, mais c'est une avancée quand même exceptionnelle, hein, quand on voit l'évolution du parcours de l'adoption et de la vision et de ce qu'en disent les institutionnels entre il y a 5 ans et aujourd'hui. Donc, il se passe quelque chose quand même. Donc là, autre article de journalducoin.com, Bitcoin, le signal d'achat des hash-ribbons se déclenche pour la 3e fois en 2025. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le hash-ribbon? C'est un indicateur de performance sur tout ce qui est la puissance de calcul, le hash rate des mineurs. Donc, je rappelle, c'est les mineurs, c'est les entreprises surtout, même des mineurs solo, des personnes qui allouent la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour aller déterrer les bitcoins qui n'ont pas encore été mis en circulation. Bon, et donc ce signal d'achat, ce hash-ribbon, a voilà, déclenché un signal d'achat, c'est-à-dire que l'activité de ces mineurs, en fait, a pris de l'ampleur là, ces derniers temps, et ça veut dire que donc on va avoir une activité, une recrudescence de l'activité de minage du Bitcoin. Et aussi, en prenant en compte le fait que les mineurs, aussi en général, ont plutôt tendance en ce moment à holder, c'est-à-dire à détenir les Bitcoins et à ne pas les vendre, alors que la rémunération principale des mineurs, c'est justement de vendre du Bitcoin. Ils sont obligés pour rentabiliser les coûts d'électricité, le matériel, etc. Donc c'est hyper intéressant ce qui se passe. Donc là, on a vraiment un consensus actuel où si on regarde les institutionnels, alors à part cette semaine où effectivement on est repassé dans le rouge pour les ETF Bitcoin Spot, mais sinon la tendance, et je vais vous montrer d'autres chiffres, vous allez le voir après d'autres courbes, où la tendance est plutôt à garder des bitcoins, même à en acheter. Et d'ailleurs, il y a même des sociétés de minage qui ne sont pas satisfaites non seulement de déterrer de nouveaux bitcoins, mais en plus en acheter. C'est comme si on n'en avait pas assez, quoi. Bon, on en est là. Donc pour ça que personnellement, alors, je rappelle, entre-temps, effectivement, je ne suis pas un conseiller financier, ni en investissement. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif et c'est mon analyse personnelle, mon avis personnel. Voilà, donc moi, ce que j'en pense, effectivement, encore une fois, c'est avec toutes ces nouvelles, on est vraiment sur un alignement des planètes et qu'on n'a encore rien vu. Voilà, objectivement, quand je vois ce genre de nouvelles, et c'est pas fini, puisque là, je continue avec un article de cryptost.fr, ETF Bitcoin de Donald Trump et crypto.com. Donc on voit qu'on n'a encore rien vu. C'est-à-dire que là, tout ce qui est même le bagage des ETF crypto, Bitcoin, mais également autres. Parce que je rappelle qu'il y a le XRP qui va peut-être arriver, il y a Solana également. Donc il y a plein d'autres cryptos qui vont être mis sous la forme d'ETF et donc on va être quelque part débloqué aux yeux des institutionnels. Donc on ne fait que commencer à injecter de la liquidité dans le marché crypto en fait. Et qui dit début de liquidité dit, bah voilà, on sait tout ce que ça donne par la suite derrière. Bon, donc là c'est qui veut partenariat avec crypto.com, donc la plateforme exchange, lancer son propre ETF Bitcoin et apparemment, normalement, ce serait lancé cette année. Voilà, donc c'est à partir de la société Truth Social Bitcoin ETF. Enfin, le nom de l'ETF apparemment. Bon. Bref, voilà, donc pour vous dire où on en est, quoi.
Continue avec un article de Cointelegraph France. Les contrats à terme sur l'ETF Bitcoin de BlackRock font leur début à Moscou. Donc on voit bien que voilà, ça se généralise. Donc, ce que je vous disais, on est un peu sur le FOMO institutionnel, hein, clairement gouvernemental, mais on voit que là aussi, c'est BlackRock qui fait un peu son petit monde. Tout simplement, depuis que les contrats à terme sur l'ETF IBIT de BlackRock sont uniquement disponibles pour les investisseurs accrédités, donc là, c'est-à-dire institutionnels et surtout pas les particuliers, les derniers développements crypto en Russie n'ont pas séduit les particuliers. Donc on voit bien que là, on a vraiment un noyau institutionnel mondial, même entre les États-Unis et ce qui est fou, la Russie, alors que c'est normalement censé être la guerre froide, entre guillemets, en ce moment sur le plan diplomatique, même si avec Trump ça s'améliore, mais bon, c'est quand même pas ça, on le voit bien. Et là, au niveau financier, eh bien, ça, tout le monde s'en fout. Donc, les contrats à terme sur le ETF Bitcoin de BlackRock sont disponibles sur la bourse, en fait, de Moscou, pour les institutionnels. Donc là aussi, quand même, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que le Bitcoin est vraiment en train de devenir un actif au même titre que les autres, c'est-à-dire un actif traditionnel. On n'est même plus sur l'actif à part du Web 3.0 ou de la crypto-monnaie comme avant, qui était lunaire, extraterrestre ou non. Non, le Bitcoin est en train d'être assimilé à la finance traditionnelle. Mais au-dessus. C'est-à-dire que là, on voit bien que le Bitcoin est ramène tellement d'argent et tellement attractif qu'on est en train de le mettre en haut du panier. Et effectivement, parce que je rappelle que l'ETF Bitcoin de BlackRock, IBIT, a intégré officiellement là cette année, en fait, le top 25 des ETF mondiaux. Et c'est ça en seulement un an. Bon, donc c'est du jamais vu dans l'histoire. Donc forcément, ça braque les regards et ça attire les convoitises financières, tout simplement. Bon. Et là aussi, donc là, je continue avec un article cette fois de cointribune.com. 61 entreprises cotées détiennent désormais plus de 3% des bitcoins en circulation. Donc ça, je rappelle que là aussi, c'est-à-dire à partir de quand ces entreprises ont vraiment, véritablement commencé à acheter du bitcoin, c'est depuis à lancer des ETF, si on regarde la chronologie, c'est-à-dire en un an. Donc à peu de choses près, mais en tout cas, l'engouement massif qu'on a vu, c'est à partir des ETF, c'est-à-dire de 2024, l'année dernière. Donc la période actuelle pousse à dresser l'inventaire du Bitcoin et de son offre encore disponible. La ruée des institutions vers ce précieux actif numérique modifie l'équilibre. Voilà. Donc on voit bien que il se passe quelque chose sur le Bitcoin et que à ce rythme-là, je rappelle ça, c'est en un an. Imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, si on a toujours cet engouement-là, avec les technologies qui arrivent, en plus avec l'intelligence artificielle et le couplage blockchain IA, bon, pas besoin d'être sorcier pour comprendre vraiment ce qui va se passer. Ouais, il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde, c'est ma conviction profonde, je le répète, hein. Et après, pour donc le long terme, je suis persuadé que toujours une fois, le Bitcoin va vraiment tout balayer sur son passage au niveau des prix, ce sera vraiment une folie. Pour ce qui est moyen, court terme, on ne sait pas. Mais par contre, on a des indicateurs quand même assez sympas, notamment là j'ai un tweet de Cointelegraph, update, donc le US M2 Money Supply, donc ça y est, a dépassé un nouveau record au 3 juin donc 2025. Vous voyez, c'est extrêmement récent, hein, il y a quelques jours. Et donc, on sait, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, que le Global Money Supply, M2, eh bien, au niveau du dollar, avait tendance à faire monter justement les prix du Bitcoin quand ce Global Index de liquidité US avait tendance également à monter. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que la dernière fois que vous avez montré le Global Index mondial, donc là, on est vraiment sur le dollar, mais le Global Index mondial sur ces liquidités, eh bien, c'était la Chine en fait, qui portait justement la montée de la création d'argent quelque part. Aujourd'hui, là, donc un mois plus tard, c'est vraiment le dollar qui repart à la hausse. Bon, en termes d'impression d'argent. Et ça, je pense, ça va avec la politique de Donald Trump, qui est alors un contre-courant par rapport à ses promesses. Et d'ailleurs, je vais en parler, mais je pense que c'est pour ça que Trump et Elon Musk sont en froid, hein, désormais en guerre ouverte, qui est dû transformer en guerre froide, là aussi, parce que tout simplement Musk veut réduire le déficit et mettre tout en bas, d'ailleurs ils ont fait le Doge exprès pour ça, et de l'autre côté, lui, Donald Trump, en fait, est revenu sur sa décision, il a dit, bah, finalement, on va passer une loi, on va faire dépasser le plafond de la dette encore de plusieurs milliers de milliards de dollars.
C'est ça que Elon Musk n'a pas digéré, en quelque sorte. Bon, ça, et puis bien d'autres choses, j'imagine, hein, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais en tout cas, voilà. Et résultat, ben, on se retrouve avec une impression d'argent, au final, qui est en train de repartir à la hausse, même pour le dollar. Donc si on fait le bilan, et la Chine imprime de l'argent, ils n'ont pas le choix. Maintenant, on a les États-Unis qui recommencent à imprimer de l'argent en masse, sans compter les autres pays. Et l'Europe, nous, l'euro, rien que pour dire nous, on va faire pareil, même plus que les autres, parce que nous, on est vraiment dans une situation catastrophique comparée aux États-Unis et à la Chine. Donc on a en fait un indice mondial qui est aujourd'hui en train de tout faire péter au niveau de l'impression d'argent. C'est-à-dire que même quand il y avait eu le Covid, vous voyez, en 2020, où tout le monde a imprimé de l'argent, et bien là, on a dépassé l'ancien ATH au niveau du dollar, hein, là, je parle au niveau du dollar, le USM2 Money Supply, et bien on a dépassé les niveaux de Covid, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie que ça représente. On a dépassé le niveau du Covid, alors que c'était open bar, planche à billets, quoi. Bon. Donc, résultat, on l'a vu avec un mois, hein, je crois que j'avais fait la vidéo là-dessus, eh bien, il y a toujours une corrélation entre les prix du Bitcoin et le index global liquidity, soit dollar ou surtout mondial. Et donc, logiquement, dans les mois qui viennent, il y a toujours un décalage, je crois, de 90 jours entre ce global index de liquidity et évidemment les prix du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous imprimez d'argent, plus il y a d'argent en disponibilité, et donc cet argent doit être après injecté quelque part. Donc ça va sur les marchés boursiers, ça va dans l'or, ça va peut-être dans la création d'entreprises, mais en tout cas pas en Europe, ah, ça c'est sûr. Et ça va bien sûr dans les actifs à risque comme le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais je dis actifs à risque, mais je me demande si désormais on va pouvoir mettre cet actif à risque entre parenthèses. Parce qu'aujourd'hui le Bitcoin, on le voit bien, est en train de devenir une valeur refuge, au même titre que l'or et tout ce qui est en lien avec les valeurs refuge. Voilà. Voilà pourquoi même sur le court terme, je reste bullish. Ma conviction personnelle, peut-être pas obligé de la partager, mais voilà, personnellement, je parie sur une continuité du cycle haussier là dans les mois qui viennent, tant qu'on aura une hausse effectivement du dollar en termes de money supply, mais également du global liquidity index en termes de money supply mondial. Et ça continue de grimper. Et je pense que c'est pas fini, parce que comme je vous l'ai dit, Trump, ça y est, a dit allez c'est bon, on fait péter les vannes, le plafond on le fait sauter. Et on met des milliers de milliards de plus à la dette américaine. Donc impression d'argent, entre guillemets, on fait la traduction. Voilà, allez, je continue. Ah, voilà, les nouvelles comme ça s'enchaînent. Là, j'ai un autre article de Cointelegraph. Bullish. Donc, le troisième homme le plus riche du Mexique, vous voyez sur la photo ici, donc Ricardo Salinas Pliego, a clairement déclaré officiellement qu'il considérait la possibilité d'injecter en fait 100% de son portfolio dans le Bitcoin. Voilà où on en est. Donc, on voit bien que font les institutionnels, que font les gouvernements, que font les riches. Ils s'intéressent au minimum au Bitcoin. Et le truc, c'est que quand vous avez compris comment fonctionne le Bitcoin et qu'est-ce que c'est exactement, vous ne pouvez que en acheter. Voilà. Donc je pense que si vous tombez par hasard sur ma chaîne, cette vidéo, vous écoutez ou autre, et que vous posez des questions vraiment sur le Bitcoin, voyez, j'ai pas fait de vidéo pour expliquer vraiment le Bitcoin, ou alors elle est perdue je sais pas où. Mais vraiment taper qu'est-ce qu'est le Bitcoin, essayer de comprendre qu'est-ce qu'est le Bitcoin. Parce qu'en fait, le Bitcoin, c'est aujourd'hui la solution parfaite justement au problème des dettes. Voilà. Donc, et le problème des dettes, c'est quoi? C'est justement imprimer de l'argent en masse sans contrepartie économique, c'est-à-dire sans relation avec la valeur réelle de l'économie réelle. Bon, et derrière, ça représente en fait l'inflation. C'est pour ça qu'on connaît dans tous les pays, dans toutes les monnaies, dans toutes les civilisations, même au travers de l'histoire, on a toujours connu une dévaluation des monnaies parce que derrière, à partir du moment où il y a eu la création et le principe de crédit, eh bien derrière, ça fait chuter la valeur en elle-même de cet argent-là. Parce que si vous pouvez imprimer de l'argent à l'infini pour financer vos budgets publics, quelle est la valeur de cet argent? Il n'y a plus aucune valeur. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein, tout simplement. Donc, le Bitcoin, qui lui ne peut pas être créé, il y a 21 millions de jetons, point barre, avec en plus un système technologique qui s'appelle la blockchain, qui permet de rendre les informations ultra transparentes, infalsifiables, indélébiles. Bon, eh bien, vous avez quelque chose qui s'appelle une banque transparente.
évidemment, mais qui est décentralisé. Et donc, on ne peut pas corrompre, entre guillemets, on ne peut pas créer de liquidité au point de faire justement baisser la valeur de cette liquidité. Voilà ce que c'est le Bitcoin, en fait. Clairement. Bon, faire le petit résumé. Donc, quand vous avez compris, et quand vous voyez, par exemple, si on se met à la place du monsieur, là, Ricardo Salinas Pliego, le troisième homme le plus riche du Mexique, quand on voit la gueule du pesos mexicain, bon, dans l'histoire, il a fait un peu le yo-yo par rapport au dollar, hein, le truc. Donc forcément, là, les riches, ils n'ont pas le même problème, hein. C'est sûr que du commun des mortels, leur question, c'est même pas de se dire comment je vais vivre demain, c'est comment je vais ne pas perdre mon argent, quoi. Ah ouais, ils n'ont pas le même problème. Sauf que du coup, comment je fais pour ne pas perdre mon argent? Si je le mets en banque, bah, je vais me faire bouffer à cause de l'inflation. Si je le mets en or ou en autre, si je me fais braquer, bah, je suis plus que mes yeux pour pleurer. Si je mets mon or en banque, ah mais ouais, mais si la banque elle fait faillite, bah, je pleure aussi ma race, quoi. Donc voilà. Donc le mieux c'est de diversifier toujours avec les actifs, mais là carrément, quand vous avez compris le Bitcoin, effectivement, euh, ça fait réfléchir. Voilà, donc ce cheminement, en fait, quand on a compris le Bitcoin, on l'a tous quelque part. Bon. Mais après, tout mettre dans le Bitcoin, c'est une connerie, hein. Surtout, ne faites pas ça. Il faut quand même diversifier un minimum parce que chaque classe d'actifs a ses risques. Même l'or, vous l'avez chez vous, vous avez un incendie ou vous avez un vol, bon, bah, c'est la pomme pour vous, quoi. Alors que l'or, c'est l'ultime valeur refuge par excellence. L'argent, pareil, les ETF, il y a aussi un risque. C'est lié au système traditionnel. BlackRock fait faillite, enfin, c'est n'importe quoi, mais on ne sait jamais où il y a BlackRock sombre pour X ou Y raison. Bon, bah, les ETF liés en fait à BlackRock quelque part pourraient sombrer. Donc vous perdez votre mise alors que c'est le Bitcoin et le Bitcoin lui existerait toujours parce que les ETF c'est un clone de l'actif sur lequel vous avez misé quoi. Tout, il y a des risques partout. L'immobilier aussi, il y a des risques. L'immobilier, quand on voit des personnes qui subissent des squattages ou alors des locataires qui ne payent pas leur loyer, ah, ça arrive à la pelle tous les jours. Eh ben, c'est un risque. Et pourtant, le bien peut être le meilleur du monde, c'est de la pierre, mais pourtant, ça représente un passif pour les personnes qui n'en reçoivent plus le loyer de leur locataire, par exemple. Et XY. Enfin, voilà. Donc, tout est risqué. C'est pour ça qu'il faut diversifier un peu sur les actifs là. Allez, je continue toujours sur le Bitcoin. Hop. Là aussi, enfin, je ne peux pas vous dire mieux. Justement, ça va tout à fait dans ce que je vous dis, dans la lignée, la continuité du troisième homme le plus riche du Mexique. Que font les baleines? Les baleines, elles achètent en masse du Bitcoin depuis, donc quand je vous dis que c'est depuis l'arrivée des ETF, c'est pas pour rien, c'est que j'ai les chiffres à l'appui. Regardez, alors vous avez la courbe des old whales, c'est-à-dire les vieilles baleines, entre guillemets. Bon, elle n'est pas là. Là, vous avez la courbe des nouvelles baleines et vous avez en fait la courbe des prix du Bitcoin en parallèle. Et donc, regardez quand nous étions donc en mars 2024, quasiment donc au lancement, on va dire, des ETF Bitcoin Spot, eh bien, nous avions à peine 80 000 nouvelles adresses de baleines. Voilà. Bon. Aujourd'hui, regardez, on a fait péter le million. C'est-à-dire qu'en un an, on a fait péter le million, quoi. On a fait un x10 dans le nombre de nouvelles adresses de baleines. Alors, je rappelle que les baleines, c'est quoi? C'est les adresses qui ont plus de 10 000 bitcoins, ou peut-être entre 1000 et 10 000 bitcoins, 1000 bitcoins au minimum. Bon. Donc, c'est pas un peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et donc, que font les gens qui ont beaucoup d'argent? Bah, aujourd'hui, ils achètent du bitcoin en masse. Ça aussi, c'est un signal quand même assez sympa à voir en termes de pour projeter dans le futur. Et regardez la tendance actuelle, donc là, juin 2025, là c'est au 5 juin 2025, donc extrêmement récent, ça continue. C'est-à-dire que vous avez encore de nouvelles adresses là extrêmement récemment qui continuent d'acheter du Bitcoin, continuent d'apparaître sur la cartographie des baleines, nouvelles baleines. Bon, donc tout ça fait dire que on n'est rien, là on est loin d'avoir tout connu sur le Bitcoin. Le cycle haussier n'est pas encore terminé, je pense, ma conviction quand je vois ce genre de données. Et ça me fait vraiment réfléchir aussi sur l'aspect de cycle. Parce que là, on entre dans une ère quand même avec les institutions, les gouvernements, et quand je vois ce genre de graphique, on n'est plus dans la même phase temporelle
On le voit bien, le cycle haussier est moins respecté que les dernières fois. Donc, comment ça va se passer pour la suite? Là, on entre un peu en des zones inconnues, je pense, quand même. Même s'il y aura macroéconomiquement toujours des cycles, c'est évident. Mais est-ce que ça va se comporter exactement comme sur les précédents cycles? Et là, malheureusement, j'ai pas la réponse, hein, c'est sûr. Mais je me pose des questions. Voilà. Bon, donc ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui, mais moi personnellement, je reste toujours extrêmement bullish, vous l'avez compris. Voilà. Après, chacun son opinion, bien évidemment. Allez, je continue. Donc maintenant, j'ai passé à VeChain, hein, vous connaissez. Hop, je continue donc avec VeChain. Nous sommes en train de tokeniser les actifs invisibles qui n'avaient pas de valeur de market, enfin de marché avant. Donc on voit que là, l'objectif de VeChain, avec la traçabilité, la sustainability, comme ils le disent, et également leur nouvelle plateforme VBTR DAO, ben, se rendre en place la tokenisation d'actifs sur des actions, choses qui sont les seules à faire. D'ailleurs, je vais repasser sur la plateforme VBTR DAO. Alors le token B3TR, hein, là, ça fait éclater. Pêcheur, alors c'est normal, hein, parce que on a, vous savez, les nouvelles émissions de jetons, donc qui ont été mises en place au fur et à mesure, et du coup, ça a fait shooter la valeur du token. Mais bon, je pense que ça va repartir à la hausse parce que c'est lié forcément à l'utilisation et au nombre de détenteurs qui, lui, ne fait que grossir. Donc, pour moi, je pense, en tout cas, que ça va remonter. C'est évident quand je vois la courbe d'adoption, je vais vous la repasser. Mais en ce moment, on a eu un gros creux là, clairement sur le token. Bref. Ensuite, donc, ce qui est intéressant, c'est que là, voilà, il revoit un récapitulatif de qu'est-ce que c'est VeChain quelque part, et donc quel est un peu le guide depuis 2017. Donc, on est passé en fait du tracking, de la traçabilité sur en fait la nourriture et même la nourriture de mer à un moment, à tout ce qui est les crédits carbone. Bon, donc c'est vrai que VeChain a vraiment un panel, je pense que c'est vraiment les seuls qui font ça, où sont en train de toucher à tout, mais pas un peu. C'est-à-dire qu'ils sont en train de toucher à tous les secteurs du Web3, sauf l'intelligence artificielle, je crois. Et encore, ils ont mis un peu les pieds dans le plat avec notamment leur bot, bref, qui va arriver sur la plateforme VBTRDAO. Mais ils ont mis un peu le pied dans le plat sur tous les sujets importants dans le Web 3.0. Donc déjà, VeChain, c'est un Layer 1 avec une technologie à part, très puissante, très technique, évidemment. Il n'y a jamais eu de panne sur la blockchain, donc là-dessus, déjà, ils sont pas mal. Ensuite, il y a tout ce qui est l'aspect, effectivement, de relations partenaires avec les industriels. Je dirais que ça pêche en ce moment, c'est-à-dire que là, ils ont mis un peu de côté cet aspect-là, on l'a bien vu. Mais ça, c'est vraiment dommage parce que c'est là, c'est par cette utilité-là, je pense qu'ils auraient eu justement les institutionnels. Alors que là, ils visent vraiment le marché particulier avec la tokenisation d'actifs et désormais la traçabilité et la tokenisation des actions de la vie de tous les jours. Voilà. Mais c'est pas la même puissance, ça n'a pas la même portée que s'ils avaient visé réellement les institutionnels. Alors, est-ce que c'est en cours quand même avec, vous savez, le projet Renaissance là, qui va avoir lieu déjà avec les premières étapes au 1er juillet, il faudra suivre. Est-ce que c'est la première étape pour ensuite atteindre de nouveau les partenaires industriels? Ça, c'est la question que je me pose. En tout cas, pour l'instant, ils n'en ont pas parlé. Bon, donc chaque chose en son temps. Mais en tout cas, voilà, ils ont une vision. D'ailleurs, ils le disent, hein, nous sommes en train de mettre en place cette vision à l'échelle avec l'intégration dans le monde réel, powered par l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je pense qu'ils ont vraiment une vision sympa avec un mix entre blockchain, intelligence artificielle et derrière partenaires industriels, en plus de l'aspect Internet of Things, hein, je rappelle, c'est l'Internet connecté des objets, comme on le voit, et je vais vous le rappeler sur certaines applications de la plateforme VBTRDAO. Donc je pense que VeChain là-dessus sont vraiment en train de devenir un mastodonte dans leur domaine, puisqu'ils sont les seuls à le faire. Voilà, aussi simple que ça. Et c'est très intéressant à suivre en tout cas là-dessus. Ensuite, au niveau des données, au niveau du RWA, là c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement VeChain repart en hausse et est désormais en 4e position d'interaction sociale dans le secteur du RWA, même devant HBAR et même devant Ondo. Donc là, il faut le faire quand même. Donc, très bonne, je pense qu'il y a des très bons indicateurs de performance en ce moment sur VeChain, sans compter bien évidemment l'aspect de développement d'activité, où là encore, ce mois-ci, on a continué à faire péter tous les scores sur la plateforme VBTRDAO et VeChain.
Donc, hein, il rappelle également, voilà, VeChain, que à partir donc de juillet, il y a 3 nouveaux éconodes hein, qui sont accessibles à n'importe qui pour l'échange de 10 000 VeChain de staking. Bon, donc après les récompenses, j'avais fait la simulation, c'est ridicule, hein, clairement par rapport aux récompenses actuelles en VTHO, mais vous pouvez, à partir de 10 000 VeChain, c'est-à-dire plus ou moins accessible quand même, hein, il ne faut pas des millions de VeChain pour accéder à en fait un tiers de node, donc c'est plutôt sympa au moins pour tester, voilà. Ensuite, je passe voilà, la plateforme VBTO, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, et là je vous fais le point sur les applications. Donc on voit bien que regardez depuis ma dernière vidéo sur les applications, on voit que ça s'est très étoffé. Et là encore, j'ai pas tout, hein, je n'ai pas tout mis, il y en a encore plus qui, voilà, qui sont là. Donc on en a bien une vingtaine, je pense, voire une trentaine, qui sont dans les cartons. Donc il y en a plein que j'ai jamais utilisé pour être transparent avec vous. Du coup, je ne sais même pas à quoi ça sert certaines. Et il y en a encore qui arrivent. Donc là, vous voyez, vous avez la BYB. Donc je pense que c'est sur tout ce qui est le sport, en tout cas, ou le workout account. Voilà, vous avez WePlate, c'est encore une application sur tout ce qui est vous prenez en photo votre repas, il ne faut pas que ce soit en plastique. Et vous avez VPET, où là, vous devez aussi prendre en photo vos plats et gagner en échange de l'expérience. Apparemment, il y aurait un animal virtuel. Enfin, bref, je vous passe les délires parce qu'il y a vraiment des délires absolus sur cette plateforme. Mais, mais ça marche parce que la preuve est que derrière, bah, tout ça est lié à la tokenisation d'actifs, tokenisation des actions. Et ça fait exploser littéralement hein, l'écosystème de VeChain en termes de nouvelles adresses et en termes de détenteurs de tokens DOP3TR ou BTHO au sein de l'écosystème. Là, vous voyez, nous sommes à 8 143 000 nouvelles adresses. J'avais relevé déjà la semaine dernière, je n'avais pas réalisé, mais qu'en fait, depuis début 2021, nous avons simplement doublé le nombre de détenteurs de portefeuille VWARD, hein, entre guillemets, ou de VeChain ou autre, dans l'écosystème de VeChain. En seulement 6 mois, on a tout fait péter, quoi. On a tout fait péter. Donc, là aussi, très positif, parce que on le sait, hein, c'est les utilisateurs qui font en fait la réussite d'un projet et l'activité. Et donc là, je suis sur le nombre de détenteurs 7 fois par token, pour voir où sont ben, justement focalisés, concentrés ces holders, ces nouvelles adresses. Eh bien, on voit que c'est pas VeChain, puisque vous voyez là, nous sommes à 1 185 515 adresses, détenteurs de holders de VeChain. Ah, je crois que la semaine dernière, on était à 1 184 000. Ou même, on a gagné à peine 500 holders dans la semaine. Alors c'est quand même, le VeChain, ça va être l'atout principal de la blockchain. Bon, c'est là où vraiment on voit qu'il y a le bas qui blesse. Donc là, je suis très curieux de voir là, justement le résultat du projet Renaissance avec justement une redynamisation, j'espère, hein, et la remise en place au centre, au cœur de l'écosystème du VeChain et du VTHO. VTHO, par contre, continue d'attirer. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est la conséquence quelque part de VeChain, c'est-à-dire le second token, voilà, c'est le VTHO. C'est lui qui attire au final plus de holders, avec désormais 4 200 000 holders. Je crois que la semaine dernière, on était à 4 150 000 ou quelque chose comme ça. Et enfin, le clou du spectacle, c'est le B3TR, où on voit que là, il y a 1 341 000 holders dans les cartons. Voilà. Donc on voit bien que tout est fait, tout est en train d'exploser, surtout au niveau du VTHO, au niveau du B3TR, et que VeChain, vraiment, va falloir agir. Bon, donc toujours positif hein, pour ce projet, bien évidemment. Voilà, il faut juste attendre maintenant l'essor du RWA, l'essor de la tokenisation des bonnes actions, entre guillemets, et bien sûr, eh bien, la remise au cœur de l'écosystème du rôle du VeChain. Et je pense que là, ce sera inévitable. Il faudra vraiment qu'à un moment, ils appuient vraiment mettre la 6e pour obtenir des partenaires réels industriels et pas des partenariats marketing comme ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Bon. Donc allez, c'est parti, je continue toujours avec le RWA, hein, vous avez compris, on est quand même dans le RWA, Ondo Finance. Alors là, mine de rien, donc il faut savoir qu'il y a le Apex qui va se dérouler à Singapour, donc cette année, et regardez, on a Ondo Finance à travers donc des réunions et des conférences entre guillemets entre partenaires, va tenir des discours
plusieurs discours, donc notamment il y aura le Hondo Finance Chief Strategy Officer, Yann donc de Bod, et la directrice, vous voyez, des ventes de APAC. Donc on voit que c'est pas quand même n'importe qui y va. Voilà, et donc seront justement, fera un discours, une convention, ce qu'on appelle une convention quelque part, à Apex. Donc ça c'est intéressant dans le sens où Apex c'est une société faite de holding d'investissement, donc spécialisée dans les investissements. Et côté Asie, on l'a compris. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est pour ça que je relève quand même ça et que je tiltais, je fais, ah, il y aura également donc une convention conjointe, entre guillemets, entre Hondo et Ripple, notamment avec rien de moins que donc Yann de Bod toujours et la présidente de Ripple. Donc on voit quand le monde il est petit, c'est réellement ça. C'est-à-dire que là vous avez Ripple, donc je rappelle avec le XRP qui est donc la pièce maîtresse, je pense dans le nouveau monde qu'on va connaître pour tout ce qui est les paiements transfrontaliers, ça va même remplacer ou moderniser au minimum le réseau SWIFT bancaire, et bien qui va travailler avec Hondo Finance, qui est l'expert désormais aux côtés du fonds Beadle de BlackRock, jusqu'à la tokenisation des bons du trésor américain et des bons et même des actifs boursiers. Donc on voit que le Wall Street 2.0 eh bien, englobe et en marche en fait, et englobe absolument tous les pans de la finance traditionnelle actuelle, que ce soit du réseau SWIFT bancaire, ou que ce soit des actifs boursiers, titres, etc. Et donc, rien qu'avec le XRP de Ripple et le Hondo de Hondo Finance, vous avez, en fait, on a quelque part la chance d'avoir la possibilité d'investir dans des révolutions quand même assez incroyables. RWA et révolution du système financier des paiements transfrontaliers mondiaux. Rien que ça. Bon. Donc c'est pas rien quand même. Là, on est en train de vivre une époque pleine d'opportunités. C'est ça qui est beau. Franchement, c'est ça qui est beau. Allez, je continue. Donc cette fois, là, avec Ripple, je passe directement à Ripple et OXRP. Donc le Ripple USD est désormais en fait reconnu, attention, par la DFSA, le régime du Dubaï, comme en fait un token crypto. Voilà. Donc, ça veut dire que le RLUSD est officiellement reconnu par donc, Dubaï, un Émirats Arabes Unis, comme quelque chose de conforme au niveau institutionnel et qui est basé sur l'utilité. Voilà, donc là on entre encore une fois dans une nouvelle ère pour le stablecoin, pour Ripple et donc le XRP. Voilà, donc on voit bien que on sent vraiment la montée de l'utilité et la montée de la révolution et on va dire ça, l'adoubement par les plus grosses puissances financières actuelles et même les autorités gouvernementales comme la SEC aux États-Unis désormais et même les autorités vous voyez, de la DFSA à Dubaï pour dire bah oui effectivement le XRP, le RLUSD, tout ce genre d'entreprises de révolution vont être utilisées au niveau mondial désormais, donc il faut l'adouber, il faut l'accepter et l'utiliser. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, là aussi, c'est qu'on voit que là, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, ils sont vraiment à fond dans tout ce qui est le Web 3.0, la crypto, puisque là, vous voyez, j'ai un titre de We World Asset Watchlist, Breaking, Saudi Arabia, donc l'Arabie Saoudite, cette fois, a complété sa première transaction, en fait, de vente de marché immobilier tokenisé. Voilà, donc Rafale et Drop RWA sont en train de laisser, en fait, la propriété inscrite directement sur la blockchain. Et oui, parce que le principe même, c'est quand je vous disais la semaine dernière que tout ce qui est les notaires, tout ce qui est les intermédiaires aujourd'hui qui sont fastidieux, coûteux et longs à bosser, sans vouloir taper sur le notaire, non pas du tout, c'est juste le process qui est comme ça. Eh bien, on arrive à quelque chose où demain, avec la blockchain, comme tous les actifs immobiliers, ça va prendre du temps pour les mettre dans la blockchain, mais une fois qu'ils y seront, eh bien, tous les actifs, les certificats de propriété, même les dépôts énergétiques à la con, là, que nous obligons à faire en France, tout ça, vous le mettez sur la blockchain avec un certificat de propriété numérique par défaut, en fait, et vous avez juste à le transférer avec une garantie en échange de tokens, avec le montant adapté pour la transaction de la vente, et vous avez l'intermédiaire de confiance. Parce qu'aujourd'hui, l'intermédiaire de confiance, c'est qui? C'est les notaires.
Voilà. Donc, on n'aura plus besoin d'intermédiaires de confiance à l'avenir et tout sera bien plus efficient sur tous les niveaux et moins coûteux. Voilà l'intérêt de cette technologie-là. C'est de révolutionner, faire gain de temps, gain d'argent, simplement. Tout ce que les institutionnels adorent. Et je passe aux actualités, donc toujours dans le RWA, mais aussi concentré sur la partie actualité crypto plus générale. Et donc, regardez un article de cointribune.com, les fonds tokenisés continuent leur ascension. Et oui, donc c'est exactement dans la lignée de ce que je vous disais. Donc, depuis le lancement des ETF Bitcoin, le rapprochement entre trad, fi et DeFi, donc TradFi, en fait, c'est la finance traditionnelle, et la DeFi, donc la finance décentralisée, c'est-à-dire liée à la crypto-monnaie et à la blockchain, devient de plus en plus évident avec la tokenisation des actifs. Parmi tous les signes qui montrent cette convergence, la rapide croissance des fonds tokenisés qui viennent de dépasser les 5,7 milliards de dollars est sans doute le plus révélateur de cette nouvelle ère. Et ce n'est que le début, parce que je rappelle que le potentiel d'actifs, en fait, sur Terre, de tokenisation d'actifs, quand on voit tous les actifs, soit de l'immobilier, que ce soit de l'or, que ce soit des actifs titrisés ou la bourse, c'est 4500 trillions de dollars, il me semble. Donc, avec ça, nous en sommes aujourd'hui à une potentielle en fait de 17 à 20 milliards de dollars d'exploitation, on va dire réelle, concrète, du marché du RWA. Bon, donc on a un potentiel, même si on capte ne serait-ce que 1%, on arrive à tokeniser 1% des actifs mondiaux sur la blockchain au niveau du RWA, ben, imaginez en fait l'explosion nucléaire au niveau des prix sur les principaux tokens, parce qu'il n'y en a pas 36 millions des crypto-monnaies qui assurent derrière justement le pont entre la TradFi et la DeFi sur la tokenisation d'actifs. Vous avez Ondo Finance, vous avez du coup maintenant le XRP, VeChain. VeChain pour moi c'est encore c'est à part. Tant qu'ils n'ont pas les institutionnels, VeChain resteront ce secteur particulier et donc resteront un peu hors, un peu des ovnis, quoi. C'est un peu des ovnis, VeChain là-dessus, mais avec un potentiel là aussi incroyable, parce que c'est les seuls à faire ça dans leur secteur. Voilà. Donc, très positif. Vous voyez, ça continue, ça continue. Donc là, article de journalducoin.com, donc crypto, le géant des transports Uber est prêt à utiliser les stablecoins pour réduire ses coûts. Vous voyez, les entreprises, les institutionnels, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est leur intérêt à eux, c'est justement de réduire les coûts et de gagner du temps. Donc gagner du temps et de l'argent, parce que le temps c'est de l'argent de toute façon. Voilà, donc on en est là. C'est à ça que servent les stablecoins. Donc quand je vois, là, on a eu un discours du prix Nobel de l'économie de je ne sais plus quelle année, lunaire, qui disait que les stablecoins ne servent à rien. Mais comment on peut être prix Nobel de l'économie et dire des conneries pareilles? Franchement, c'est fou, quoi. Parce que vous voyez, même cet exemple-là fait parler de lui-même. C'est Uber eux-mêmes qui, ok, effectivement, on paye trop cher avec les frais de paiement, ça prend trop de temps, on va optimiser tout ça. Et là, c'est des milliards, voire des trillions de dollars qui sont à la clé d'économie pour ce genre d'entreprise. Simplement. Allez, je continue avec cryptost.fr, donc la loi la plus importante de l'histoire des crypto-monnaies, bientôt votée aux États-Unis. Donc ça s'appelle la Blockchain Regulatory Certainty Act, ou BRCA, vise à protéger les développeurs de services auto-hébergés, tant qu'ils n'ont pas accès aux fonds des utilisateurs. Voilà. Donc en gros, on est en train de légaliser l'aspect aux États-Unis de posséder des crypto-monnaies quelque part en mode auto-hébergé. Donc bientôt, même plus besoin des banques. Si vous voulez, là, on est vraiment sur une révolution là-dessus. Après, à voir ça vraiment se faire, parce que j'ai du mal à croire que le gouvernement soit réellement content qu'on puisse être chacun de nous, enfin son citoyen, euh, propriétaire soi-même sa propre banque, entre guillemets. Après, les États-Unis n'auront pas la même mentalité. En tout cas, nous, en Europe, c'est sûr, jamais de la vie, on aura ça. D'ailleurs, la loi MICA, c'est l'inverse. Ils sont en train vraiment de faire l'inverse, c'est-à-dire que si on a le moindre euro, il basculera sur des cold wallets, devra être déclaré aux autorités. Voilà, non, nous, c'est la dictature, ça y est, de toute façon, pas chercher plus loin. Ensuite, un autre article de cryptost.fr, des cryptos en garantie pour emprunter à la banque, JP Morgan prévoirait un changement majeur. Donc ça, c'est ce que je vous disais déjà, en fait, pour le Bitcoin, mais effectivement, ils le font pour l'ensemble des cryptos. Vous voyez? Donc ça, c'est pour les emprunts. Et donc là, ils commencent par l'ETF Bitcoin de BlackRock, mais aussi ils vont le généraliser à l'ensemble de portefeuilles crypto. C'est là où ça commence
aussi à soulever voilà, des questions même sur le paradigme de financier dans lequel on est en train de se diriger au niveau crypto-monnaie. Bon, allez, je continue. Article Coin Telegraph France, Circle, donc ajuste à nouveau son IPO et atteint une valorisation de 1,05 milliard de dollars. Incroyable. Donc vous voyez, donc a revu à la hausse son IPO pendant 34 millions d'actions à 31 dollars l'unité. Donc ça, c'est IPO, qu'est-ce que c'est? C'est pour justement une émission en bourse. Donc on va quand même avoir l'entreprise derrière le stablecoin, le deuxième plus gros émetteur de stablecoin au monde, quelque part derrière Tether, hein, qui va être coté en bourse, quelque part, grâce à son IPO, et propose des unités un peu comme l'a fait Coinbase, il me semble, en 2021 ou 2022. Bon. Donc là, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus, clairement. C'est tout. Donc on voit qu'il y a une explosion de l'intérêt institutionnel gouvernemental et que c'est pas fini. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Donc surtout, ne soyez pas bearish ou ne paniquez pas comme ça. Voilà, parce que quand on dézoome au niveau économique, on a quand même des excellentes nouvelles, quoi. Voilà, tout. Bon allez, je continue. Cette fois, j'ai passé aux actualités économiques. Voilà, c'est un article de Les Échos. Je suis très déçu par Elon, Trump et Musk entrent en guerre. Bon, je pense qu'on a tous suivi un petit peu cet épisode rocambolesque. On a Trump qui apparaît avec un œil au beurre noir. Alors, il disait que c'était pas la bagarre, c'était rien. Mais bon, c'est quand même suspect dans le contexte où en plus on nous dit Trump et Elon Musk entrent en guerre réellement. Donc, c'est passé quelque chose. En plus, Elon Musk a été à la fin de son contrat fédéral pour le Doge. Enfin, il y a plein de choses qui sont arrivées quand même en même temps. Et juste après, eh bien, on a en fait le président des États-Unis qui menace de rompre les contrats fédéraux des entreprises d'Elon Musk, donc SpaceX et Tesla même, qui a appelé à tuer le budget. Donc l'entrepreneur accuse son ex-ami d'être impliqué dans le scandale Epstein au niveau de la pédophilie, hein, vous savez, donc Tesla trinque en bourse. Enfin bref, je veux dire, même dans une série, sans déconner, hein, dans une série, on n'aurait même pas ce genre d'événement. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment l'imaginer, avoir une imagination débordante pour arriver à ce genre de scénario dans une série. Alors pourtant on le vit dans la vraie vie, quoi. C'est fou quand même. Donc ça fait rigoler, si ce n'était pas quand même l'homme le plus puissant du monde, Trump, et Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Donc ils se font une guerre comme des gamins à la cour de maternelle. On en est là. Bon. Donc c'est pas gagné pour la suite des choses, hein, clairement, même au niveau des États-Unis, pour l'unité déjà, et pour la suite des choses au niveau mondial, quand on voit qu'ils sont capables de mettre l'orgueil quand même avant toute chose. Alors après, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est aussi les personnalités qui sont pas compatibles. Elon Musk, il a le syndrome d'Asperger, donc c'est une forme d'autisme, mais avéré, parce que lui-même l'a déclaré, et donc il ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'il est obligé, il pense qu'il dit, il n'y a pas de filtre. Ce genre de personne avec le syndrome d'Asperger. Et Trump, c'est un businessman, donc doublé d'un politicien désormais, donc un filou. Faut dire un chat est un chat, un chien est un chien. Donc, vous avez deux personnalités totalement différentes. Et donc, effectivement, Elon Musk est plutôt du genre à aller droit au but. Trump est plutôt du genre à filouter et à passer en priorité ses propres intérêts déjà. Alors que je pense pas que Elon Musk a sacrifié déjà pas mal de choses. On l'a vu avec ses entreprises et tout. Trump, ce sera d'abord ses intérêts à lui, peut-être d'abord personnel, même sûrement. Ensuite, américain, et après, pourquoi pas, les trucs d'Elon Musk. Ou alors, bref, on sait pas, mais en tout cas, c'était quand même couru d'avance qu'il y a un clash entre deux personnalités, deux coqs dans la basse-cour, comme on dit. Allez, je continue. Donc ça, c'est en cours, hein, cette guerre froide. Entre-temps, ils se sont envoyés des punchlines par tweet interposés qu'ils ont après supprimés. Enfin, n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un petit discours de Ray Dalio, donc un milliardaire qui a également écrit plusieurs livres sur comment fonctionne la société, l'économie en général. C'est très intéressant. Alors après, le problème, c'est que Ray Dalio, ça fait 20 ans hein, qu'il annonce l'extinction quasiment de l'humanité. Donc c'est en fait la fin d'un monde, sans quoi moi je rejoins sur beaucoup de choses, mais ça fait 20 ans qu'il le dit. Bon, il y a des choses à prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai que là, quand on voit le temps qui passe, eh bien, il y a beaucoup de choses qui donnent raison avec la vision de Ray Dalio sur la fin de l'économie, parce qu'on a fait n'importe quoi, entre guillemets, et c'est surtout le rôle du déficit. Et là, j'ai un
tweet de Richard, donc Détente, qui résume clairement donc la parole de Ray Dalio très bien. Bon, en fait, voilà, on ne sait plus comment expliquer, donc Ray Dalio ne sait plus comment expliquer que la meilleure solution, c'est de supprimer les déficits. Donc la méthode de Musk. Donc là, on voit déjà le parallèle entre vraiment le différent entre Trump et Musk, c'est ça, surtout sur le fond. Il y a d'autres choses, bien évidemment, qu'on ne sait pas. Il s'est passé des choses en coulisses pour qu'ils en viennent quand même à une guerre en public comme ça. C'est qu'il y a eu des choses quand même assez dures en privé qui sont passées. Donc la méthode Musk, en fait, lui, Musk, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait supprimer tout simplement et purement les déficits grâce au Doge. Voilà. Donc la solution passable, et là c'est ce que dirait Dalio vis-à-vis de Trump, eh bien c'est d'affaiblir le dollar. Or actuellement, on voit, et d'ailleurs je vais vous montrer la courbe de l'euro par rapport au dollar, on voit effectivement que le dollar, depuis qu'il y a Trump aux manettes, ne fait que baisser. Et ça en fait c'est voulu. C'est-à-dire que là, Ray Dalio le prouve, effectivement la solution pour réduire le déficit, c'est de baisser le dollar. Parce que derrière, vous avez plus les importations sont plus chères, mais les exportations sont plus attractives au final. Donc, mais après, il dit attention, Ray Dalio, il dit attention, la méthode de Trump, en fait, à affaiblir le dollar, c'est tuer l'épargne en dollars, donc les créanciers étrangers, le but, hein, mais aussi les retraités, fonctionnaires et dépendants de la dépense publique aux États-Unis. Donc là, on se dirige vers une inflation normale, localisée et forte aux États-Unis. Et donc, j'espère donc que Musk ira jusqu'au bout de la logique et lancer un nouveau parti. Alors ça, je pense, c'est Richard Détente qui le dit. Mais en tout cas, on a vraiment un conflit donc, de personnalité entre Trump et Musk, mais on a aussi un conflit de vision des choses, simplement. Donc, pourquoi pas Musk créerait son propre parti politique pour avoir un parti milléiste. Pourquoi? Parce que je rappelle que Javier Milei en Argentine, c'est ce qu'il a fait. Lui, il était à la tronçonneuse, il a coupé le déficit, il l'a réduit de 30% déjà. Et résultat, l'inflation a chuté, enfin, il y a plein de trucs positifs qui sont arrivés. D'ailleurs, on n'entend plus parler aux infos. Hein. À un moment, on n'arrêtait pas de dire aux infos, à regarder Javier Milei, il a coulé l'économie, bref. Aujourd'hui, on n'entend plus parler. C'est normal parce que l'économie, Javier Milei est en train de la repartir la remettre sur les rails en Argentine. Voilà. Donc, en fait, ce que dit Ray Dalio au final, c'est faites attention, fuyez tous les actifs monétaires et obligatoires et en dollars. Voilà. Parce que là, comme Trump s'est débarrassé de Elon Musk, entre guillemets, ça veut dire qu'il a choisi quelque part son camp, et son camp, ça va être donc de faire péter le plafond de la dette. C'est pour ça qu'ils ont augmenté, grâce à une loi, de 4000 milliards de dollars, je crois, le plafond de la dette, et en parallèle veut faire chuter le dollar, ce qui est en train de se passer. Donc on se dirige vers le scénario où on va faire exploser clairement le système. En tout cas aux États-Unis, au système public. Bon. Donc ça va mal se passer en fait. Ça va mal se passer parce que c'est pas une solution de faire ça. C'est-à-dire imprimer de l'argent en masse, créer une inflation, ça va être le chaos quelque part. Et c'est ce qu'on est en train de voir en Europe. Donc la seule solution, c'était vraiment de réduire le déficit, de le supprimer, comme le voulait Elon Musk, effectivement. Donc ça va être le bordel, quoi. Je pense que la seule chance qu'il y avait pour les États-Unis, c'est d'avoir justement... et c'est pour ça que les Américains avaient voté pour Trump à la base. Hein. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que Trump est revenu sur sa décision, sa promesse électorale, parce que sa promesse électorale, c'était justement de supprimer le déficit. Or, c'est plus le cas. Donc on voit déjà, les promesses ne sont plus tenues là. Donc il y a un souci. Il y a un souci. Bon. Allez, je continue. Donc là, j'ai un article de latribune.fr. Malgré l'incertitude liée à Trump, la BCE poursuivit sa baisse de taux. Donc le taux de dépôt de la BCE, principal instrument de référence, a donc été diminué d'un quart de point à 2%. Voilà, donc là, ça fait rager également Donald Trump, parce que lui demande donc une baisse de taux à la Réserve fédérale américaine depuis le début, et chose que ne veut pas faire Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine. Donc nous, on est déjà à la 9e baisse, ou 8e baisse des taux, parce qu'il y a une maîtrise de l'inflation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, clairement, rien à dire, sauf que ça ne veut pas dire qu'on a une baisse des prix. Attention, hein, en continuité, les prix continuent de monter, même si on est passé sous la barre des 2% d'inflation. Voilà. Donc c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne s'autorise à relancer la machine des crédits quelque part. C'est ce qui se passe là. Allez, ça c'est la bonne nouvelle, on va dire, quand même, du jour, c'est-à-dire que l'inflation reste maîtrisée.
Allez, je continue avec Le Figaro. Donc, Chine, Inde, pays à meilleur coût, les constructeurs automobiles poussent plus que jamais leurs fournisseurs à délocaliser. Voilà, donc ben, on est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a un gros problème en Europe sur l'industrialisation, hein, c'est pas nouveau, et ça continue. Et c'est pas fini, c'est-à-dire que là j'ai un autre article de Le Figaro, visualiser les chiffres du déficit commercial de la France en avril 2025. Et là en avril 2025, regardez, selon les douanes, la balance commerciale était déficitaire de 7,4 milliards d'euros pour le seul mois d'avril. Génial, voilà, donc record. Et là où c'est intéressant, c'est de voir qu'on a donc, rien que sur la balance commerciale en France, 81,1 milliards de dollars d'euros de déficit sur un an. Une énormité absolue. Et ça, c'est en fait lié à quoi? Eh bien, aux importations d'énergie. Principale cause du déficit. C'est-à-dire que les sanctions qu'on a prises contre la Russie, en finale, sont en train vraiment d'avoir un impact même sur notre balance commerciale. Bravo, quoi. Donc là, on a un impact réel des sanctions prises contre la Russie. Pour une guerre qui ne nous concerne pas. Faut rêver quand même, croire rêver. Donc là, on est vraiment pile poil dans l'idéologie gauchiste où il faut sacrifier notre économie pour des intérêts extérieurs, quoi. Qui ne sont même pas les intérêts de la France, d'ailleurs, je rappelle. Bon. Voilà où on en est. Et en plus, je ne parle même pas de l'aspect qu'on a, nous, normalement, on est censé être en suffisance, autosuffisance nucléaire et énergétique, puisqu'on a normalement une centrale nucléaire. Donc c'est quoi ce bordel, quoi? Voilà, c'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Bon, bref. Donc c'est pas fini, hein. On n'est pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge. On a l'inflation pour l'instant qui résiste, mais vous l'avez compris, avec tout ce qui est l'importation d'énergie, si ça continue comme ça, bah, est-ce que ça va continuer? Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on va dire qu'on maintient la barque. Allez, je continue, cette fois donc avec la bourse, donc sur Google Finance, donc vous voyez le CAC 40, le S&P 500 et le Nikkei japonais, et là vous voyez que sur un jour, on repart à la hausse. Alors je vais faire maintenant sur un mois, ça on va voir un petit peu l'évolution du marché boursier en général. Normalement, il y a une petite baisse avec les annonces de Trump, on le voit sur un mois ici, et on voit que là, tout repart à la hausse, et surtout pour le S&P 500. Regardez, on voit bien que voilà, sur un mois, les marchés boursiers repartent à la hausse. Clairement, donc on a eu le Japon qui a pris très cher au 29 mai 2025, souvenez-vous, avec justement l'annonce en fait des obligations, des marchés obligataires japonais qui ont pris cher, hein, qui ont chuté. Mais sinon, pour le reste, on voit que nous, le CAC 40, en fait, on ne s'est pas remis réellement des tarifs douaniers, puisque ça a chuté, après on est un peu remonté, on s'est dit, allez, ça va repartir comme en l'an 40 sur des bonnes bases. Et ben en fait, non. Vous voyez, regardez, on continue un petit peu à baisser quand même. On n'a pas repris du tout le pic qu'on avait eu au 20 mai 2025 notamment. Donc on voit que là on est très loin, on est en train un peu de se décorréler de plus en plus et de se rapprocher de la situation du marché japonais quand même, au niveau du CAC 40, et ça c'est inquiétant. Donc je reprends plus de dézoom, là si on prend 6 mois, au niveau des marchés boursiers pour le CAC 40, S&P 500 et Nikkei japonais, on voit vraiment que sur 6 mois on a totalement une décorrélation entre le S&P 500, le marché du CAC 40 et le Nikkei japonais. Et pire que ça, vous voyez que normalement, nous, le CAC 40, on est vraiment censé être décorrélé du marché japonais et de loin, et là, on est en train de le rattraper, quoi. En termes de performance, on est en train vraiment de se coupler au marché japonais, qui est un des nouveaux marchés boursiers, hein, et vraiment pas en bonne forme, quoi. Voilà. Donc pour vous dire un petit peu où on en est, même au niveau du marché boursier, c'est pas folichon. Je regarde ensuite, maintenant je passe au cours de l'euro par rapport au dollar. Et là, bah écoutez, ce que je vous disais, hein, normalement le dollar a bien sous-performé par rapport à l'euro. Le dollar est en train de chuter et en fait c'est voulu. Maintenant on le sait, c'est Trump qui a fait exprès, justement parce qu'il a pour politique eh bien de faire fonctionner la planche à billets, de réduire le dollar pour favoriser une sortie en fait de crise économique, mais c'est pas la solution. C'est pas la solution. Ray Dalio le dit, Musk de toute évidence en est furieux, furax clairement, et on voit bien que là la conséquence, eh bien c'est qu'on a une montée de l'euro par rapport au dollar depuis 6 mois en fait désormais, hein, depuis entre 3 et 6 mois depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Enfin, c'est évident, on a la courbe, vous voyez déjà depuis janvier, regardez, l'euro n'arrête pas de grimper par rapport au dollar. C'est pas l'euro qui prend de la force, c'est le dollar en fait qui perd
de la puissance. On continue avec le cours de l'or. Donc regardez un petit peu qu'est-ce que nous dit l'or cette semaine. Donc on est passé sur une stabilisation, on a un range en fait de l'or, hein. On le voit depuis quelques temps, depuis quelques mois, entre 90 000 euros le kilo 24 carats et 95 000 euros le kilo d'or 24 carats. Assez flagrant. Et donc là, on voit que cette semaine, on a eu un changement de moins 1,89% par rapport à la semaine dernière. On était autour des 95 000, voire 96 000 au top. À un moment, on a eu des petits pics, 96 000 euros le kilo 24 carats. Donc là, on voit que les cours de l'or, je dirais pas manipuler, mais on voit que à chaque fois qu'on a un pic à 96 000 euros le kilo, bim, vite, très vite, il redescend en dessous. Donc on voit que là, il y a une manipulation et qu'on sent que la manipulation, c'est surtout, il ne faut pas que ça dépasse les 100 000, parce que là, ça ferait vraiment beaucoup de dégâts psychologiquement, hein, d'avoir un or à 100 000 euros le kilo quand même, pour réaliser la folie, hein, pour le reste de l'économie. En fait, le signal que ça enverrait au reste de l'économie, ce serait vraiment que l'euro est en train de se péter la figure, que la monnaie fiat est en train de se péter la figure violemment. Ce qui est le cas, hein, clairement, quand on voit courbe sur 20 ans, il n'y a pas photo. Je rappelle que c'est un massacre. C'est un massacre, le cours de l'euro par rapport à l'or. En fait, c'est le cours de l'or par rapport à l'euro. Voilà. C'est-à-dire que l'or a fait en fait un 742% en l'espace de 20 ans. Du jamais vu dans l'histoire. Bon, ben voilà, ce sera tout pour la vidéo les amis. Donc vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi je reste confiant malgré tout sur l'aspect crypto-monnaie, l'or, l'argent. Alors surtout l'argent en ce moment, hein. L'argent, je vous montre la courbe rapidement, a bien performé et a même dépassé en dollars son précédent record historique de 2008 quand même. Donc là c'est assez intéressant. Regardez, on en est à 1,02 euros en fait, au gramme, hein. Donc au kilo, hop, on a 1020 euros le kilo et on voit que par rapport à l'euro, ça n'a pas bougé, on n'a pas de nouveau record historique, mais par rapport au dollar, par contre, on a eu des nouveaux records historiques. Donc, vous voyez, on est reparti à la hausse là cette semaine. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que là aussi, le prix de l'argent n'a jamais atteint un ratio aussi élevé par rapport à l'or. Normalement, vous voyez la bull run que nous a fait cette semaine l'argent, c'est assez phénoménal quand même. Donc, vous voyez, il nous a fait 8% de performance l'argent là cette semaine. Donc, l'argent, tôt ou tard, devait rattraper le ratio. Là, on est encore très loin de ce qu'il doit faire comme performance parce que sur 20 ans, vous avez vu la courbe de l'or, je vous l'ai montré sur 20 ans, ça fait un 740% ou quelque chose comme ça. L'argent, lui, sur 20 ans, a fait 429% à peine. Vous voyez, et n'a même pas dépassé son précédent record de 2008, je rappelle. Normalement, on devrait le dépasser. Normalement. Donc, on voit que là aussi, l'argent, il est manipulé, ça c'est normal, par les industriels, parce que si l'argent est trop cher, ben là, on va avoir des gros problèmes, hein, au niveau de l'armement, au niveau de l'intelligence artificielle, avec les serveurs, la création des puces, la production, tout ce qui est en lien avec les intelligences artificielles, donc les balles, tout est concerné pour l'argent. Donc, c'est pour ça que les industriels font tout pour faire baisser les prix de l'argent. Moi, c'est ma conviction profonde, en tout cas, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, parce que là aussi, on maintient un prix. Vous voyez, on maintient un prix quand même à des niveaux qui ne suivent pas le ratio par rapport à l'évolution du cours de l'or. C'est ça, en fait, qui m'interpelle personnellement. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'il va y avoir un rattrapage phénoménal de l'argent, donc tenez-vous bien et n'hésitez pas à vous renseigner sur l'argent un petit peu, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on achète, etc. Parce que vraiment, ça peut être très intéressant. Bon, voilà, ce sera tout pour la vidéo aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like pour supporter la chaîne, pour également ne pas vous abonner, parce que plus on est sur la chaîne, et mieux c'est, d'être entre gens un petit peu ouverts d'esprit, on va dire, par rapport à l'économie, aux événements géopolitiques et tout, parce que c'est vraiment quand même exceptionnel là, ce qui nous tombe dessus à tous les niveaux. Donc bon voilà. Allez, je vous dis à bientôt, je vous fais la bise, à la semaine prochaine. Ciao.